Durant l'été 1962, sous le soleil chilien, l'équipe nationale italienne de football portait les espoirs de toute une nation. Écrire une nouvelle page de l'histoire de la Coupe du Monde. Cette génération singulière mêlait de talentueux oriundi, joueurs nés en Amérique du Sud, et des légendes italiennes au sommet de leur art. Elle incarnait un style défensif renommé et prometteur, ponctué par le romantisme de joueurs offensifs. Pourtant, ce tournoi ne se déroula pas comme un conte de fées, mais plutôt comme un parcours tumultueux, culminant dans la violente bataille de Santiago. Et à Moshia Sina. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis ces jours flamboyants. Le temps a marqué leur vie de différentes empreintes, des sommets de gloire après le tournoi au silence empreint de gravité une fois le rideau tombé. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont choisi une vie retirée, et d'autres encore reposent désormais en paix. Revenons sur le parcours de ces 22 personnalités qui incarnaient l'âme des Azzurri à cette époque. Gianni Rivera était un jeune homme fier et plein d'ambition. À 18 ans, il apporta au Chili un style de jeu gracieux et élégant, tel un artiste dansant au milieu d'une boucherie. Grâce à sa vision tactique avant-gardiste et à ses passes incisives, il incarnait l'espoir d'une transformation radicale pour la Squadra Azzurra. Ses performances de cette époque révélaient avec éclat les qualités d'un futur leader, capable de renverser le cours d'un match d'un simple effleurement du ballon. Après la Coupe du Monde de 1962, la carrière de Rivera s'est envolée comme une légende. Il est devenu une icône indémodable de l'AC Milan, remportant 2 Coupes d'Europe et le Ballon d'Or 1969. En dehors des terrains, Rivera a également fait preuve d'une grande intelligence, n'hésitant pas à s'attaquer au système pour défendre les droits des joueurs. Dans sa vie privée, Rivera était un homme raffiné, perspicace et extrêmement discret. Il a épousé Laura Marconi et a fondé une famille heureuse, loin des paillettes et du glamour. Après sa retraite sportive, il s'est lancé en politique, occupant même le poste de vice-ministre de la Défense italienne, un tournant rare pour un joueur. Ce qui est frappant, c'est la manière dont l'image d'un héros silencieux à l'esprit vif s'est étrangement manifestée dans sa vie. En dehors des terrains, Rivera était calme et réfléchi, à l'opposé du jeu flamboyant qu'il offrait balle au pied. Aujourd'hui, à 82 ans, Gianni Rivera demeure une légende vivante. Bien qu'il ne soit plus au sommet de sa forme, la flamme de sa passion transparaît toujours dans ses commentaires perspicaces, et chacun de ses pas est encore suivi avec une profonde admiration par ses fans. Cesare Maldini était le pilier de la défense. À 30 ans, il jouait avec puissance, sérénité et une intelligence de jeu remarquable. Ses longues enjambées et ses tacles précis faisaient de lui un roc infranchissable pour tous les attaquants. Sa performance cette année-là témoigna de son caractère de véritable capitaine, sachant insuffler à l'équipe l'esprit d'équipe nécessaire pour maintenir la cohésion malgré la violence qui régnait sur les terrains sud-américains. Après le tournoi, la carrière de Cesare s'est inscrite dans la légende du Milan AC, faisant de lui le premier capitaine d'un club italien à soulever le trophée du championnat d'Europe. Il a ensuite brillé sur le banc de touche, menant l'Italie lors de la Coupe du Monde 1998. Cesare n'a pas seulement bâti une carrière exceptionnelle, il a aussi posé les fondations d'un véritable empire, la famille Maldini, transmettant son héritage à son fils Paolo et à ses petits-fils. En dehors des terrains, il était un père exemplaire, menant une vie simple et toujours empreint de compassion.
L'image d'un guerrier d'acier sur le terrain contrastait fortement avec la douceur de César, qui a toujours cru que seul le caractère pouvait véritablement perdurer. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est brutalement interrompu. Le 3 avril 2016, Cesare Maldini s'est éteint à l'âge de 84 ans. Sa disparition a laissé un immense vide dans le monde du football. Son héritage ne se résume pas à des titres, mais incarne aussi une continuité générationnelle, un sang qui coule sans cesse dans les veines de tous ceux qui aiment la Squadra Azzurra. Giovanni Trapattoni, alors âgé de 23 ans, était un milieu défensif au style de jeu énergique et discipliné. Malgré la présence de nombreuses stars dans l'équipe italienne cette année-là, Trapattoni s'est distingué par son marquage acharné, ce qui lui a valu la réputation d'un protecteur discret des attaquants. Sa performance lors de ce tournoi a clairement démontré sa profonde compréhension tactique du football, jetant les bases de sa légende. Quittant le Chili, Trapattoni a écrit le plus beau palmarès de l'histoire des entraîneurs. Il est le seul magicien à avoir remporté toutes les Coupes d'Europe et intercontinentales, à la tête de clubs prestigieux comme la Juventus, le Bayern Munich et l'Inter Milan. Dans sa vie privée, Trapattoni était un homme pieux qui accordait une grande importance à sa famille. Il était connu pour asperger d'eau bénite le terrain, un geste symbolique de foi et de dévotion. En dehors des terrains, il était jovial, perspicace et savait toujours trouver l'équilibre entre la pression étouffante du football et la tranquillité de son foyer avec son épouse, Paola. Il semble que sa ténacité sur le terrain soit devenue sa philosophie de vie. Aujourd'hui, à 86 ans, Giovanni Trapattoni vit toujours avec une énergie débordante. Bien qu'il n'entraîne plus directement, il demeure un mentor expérimenté, prodiguant régulièrement des leçons de persévérance. Son parcours témoigne que le football n'est pas qu'un match de 90 minutes, mais une bataille mentale et une passion inépuisable. Omar Sivori aborda la Coupe du Monde 1962 auréolé du Ballon d'Or. À 26 ans, l'attaquant argentin incarnait la rébellion et un talent hors du commun. Il avait pour habitude de porter ses chaussettes basses presque jusqu'aux chevilles, un geste qui défiait n'importe quel défenseur. Sivori était un attaquant redoutable dans la surface de réparation, dribblant comme s'il était intouchable. Au sein de l'équipe d'Italie cette année-là, il était la principale source d'inspiration créative. Un joueur capable de transformer des situations ordinaires en chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre d'un simple mouvement de hanche. Après le tournoi, Sivori demeura une icône à la Juventus et à Naples, vénéré dans tout le nord et le sud de l'Italie. Cependant, sa carrière fut également marquée par des scandales, conséquence de son tempérament fougueux. Sivori ne s'est jamais soumis à personne. En dehors des terrains, c'était un homme libre qui aimait faire la fête et les discussions nocturnes. Pourtant, il était aussi très compatissant, aidant fréquemment de jeunes joueurs défavorisés. L'image d'un artiste flamboyant sur le terrain contrastait fortement avec celle de Sivori en dehors. Un père aimant qui passa ses dernières années à s'occuper de sa ferme dans son Argentine natale. Il semble que cet esprit artistique fut inscrit dans son destin, à la fois avec fierté et en solitaire. Pourtant, ce parcours tumultueux prit fin brutalement. Le 17 février 2005, Omar Sivori s'éteignait à l'âge de 69 ans des suites d'un cancer du pancréas. Sa disparition laissa un immense vide dans le cœur de ses fans, de Turin à Buenos Aires. Son héritage ne se limite pas à ses ambitions, mais réside aussi dans son esprit de liberté et sa volonté indomptable. José Altafini était un phénomène unique, champion du monde avec le Brésil en 1958 avant de rejoindre l'Italie. À 23 ans, il était un véritable monstre dans la surface de réparation, doté d'une puissance phénoménale et d'un instinct de buteur implacable.
Grâce à sa variété de techniques de finition, il terrorisait tous les gardiens. Sa performance au Chili cette année-là, malgré la pression de l'opinion publique dans les deux pays, a démontré un niveau exceptionnel et le professionnalisme absolu d'un attaquant de très haut niveau. La carrière d'Altafini en Serie A devint légendaire, enchaînant les buts à un rythme effréné pour l'AC Milan et la Juventus. Le tournant majeur de sa vie fut sa retraite et sa reconversion en commentateur sportif. Avec sa voix expressive et ses exclamations telles que « Golasso », il révolutionna la perception du football en Italie. En dehors des terrains, Altafini était un homme joyeux, optimiste et bienveillant. Il s'investit dans de nombreuses entreprises prospères et devint le visage d'organisations caritatives pour enfants. Le contraste entre le joueur implacable sur le terrain et le vieil homme jovial en dehors fit de lui une figure emblématique et très appréciée. Aujourd'hui, à 87 ans, José Altafini demeure une source inépuisable d'énergie positive. Il apparaît fréquemment dans les médias, inspirant les jeunes générations par son optimisme. Bien que ses jambes ne puissent plus fouler le gazon, son rire résonne encore dans les stades italiens. Son parcours témoigne d'une persévérance sans faille et de la capacité à trouver la joie en toutes circonstances. Giacomo Bulgarelli n'avait que 21 ans, mais il jouait avec la maturité d'un vétéran. Au cœur du milieu de terrain, il possédait une maîtrise exceptionnelle de la distribution du ballon. Lors de la Coupe du monde 1962 au Chili, il inscrivit 2 buts, devenant ainsi l'une des rares lueurs d'espoir des Azzurri. Bulgarelli est un symbole d'une génération de joueurs talentueux et respectueux de leurs valeurs. Sa performance cette année-là illustre parfaitement l'état d'esprit d'un véritable chef d'orchestre, alliant intelligence et sérénité. Après le tournoi, Bulgarelli consacra toute sa carrière à son club formateur, Bologne, qu'il mena à un scudetto historique en 1964. Après sa retraite, il connut un grand succès comme commentateur sportif, devenant l'un des plus brillants de l'histoire de la télévision italienne. En dehors des terrains, c'était un homme raffiné, amateur d'art, qui menait une vie paisible auprès de sa famille. Jamais impliqué dans des scandales, il s'investit toujours auprès des jeunes. Son tempérament fougueux sur le terrain se muait en dévouement et en sérénité dans sa vie privée, lui valant une réputation de figure emblématique en Émilie-Romagne. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est brutalement interrompu après une longue lutte contre la maladie. Le 12 février 2009, Giacomo Bulgarelli s'est éteint à l'âge de 68 ans. Sa disparition a laissé un immense vide dans le cœur de ses supporters. En son honneur, les tribunes du stade Renato Dall'Ara portent désormais son nom. Son héritage ne se résume pas à un palmarès impressionnant. Il est aussi le symbole d'une fidélité indéfectible à sa patrie. À 22 ans, Sandro Salvador était le meilleur jeune défenseur central du tournoi. Surnommé Billy, il était réputé pour son style défensif proactif et sa capacité à lancer les attaques depuis l'arrière. Dans un tournoi marqué par la violence, Salvador s'est imposé comme un modèle de sang-froid. Imperturbable, il gardait toujours son calme, même dans les moments les plus chaotiques. Sa performance au Chili a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'être brutal pour gagner. La carrière de Salvador fut un parcours exceptionnel, couronné de succès à Milan et à la Juventus, où il devint un capitaine légendaire de la « vieille dame ». Après sa retraite, il choisit une vie paisible, loin des projecteurs, pour se consacrer à sa famille. Dans sa vie privée, Salvador était discret, simple et d'une grande gravité. Ses voisins turinois se souviennent de lui comme d'un homme âgé et bienveillant, toujours humble malgré son passé prestigieux. Le contraste entre le guerrier intraitable sur le terrain et l'homme chaleureux et accessible contribuait à son charme unique. Ce parcours tumultueux s'est achevé dans le calme. Le 4 janvier 2007, Sandro Salvador s'éteignait à l'âge de 67 ans, victime d'une crise cardiaque soudaine. Sa disparition,
juste avant un match de la Juventus, a plongé le stade tout entier dans le deuil. L'héritage laissé par Billy est un modèle pour le défenseur. Une intelligence vive et un courage à toute épreuve suffisent à le rendre immortel. Enrico Albertosi arrive au Chili en 1962 à l'âge de 22 ans comme gardien de but remplaçant. Bien qu'il n'ait jamais disputé le moindre match, son assurance et ses réflexes exceptionnels à l'entraînement laissaient présager une légende. Albertosi possédait un style de gardien captivant, artistique et d'un calme incroyable. Il ne se contentait pas de capter le ballon des mains, mais avec la fierté de celui qui se tient devant son but. Ses performances prometteuses, à un si jeune âge, forgèrent rapidement une identité unique et inimitable. Plus tard, Albertosi devint l'un des plus grands gardiens de but de l'histoire italienne, notamment lors des Coupes du Monde de 1966 et 1970. Sa carrière, brillante mais aussi marquée par des hauts et des bas, dont un scandale de Paris impliquant Totonero, lui permit de surmonter ces épreuves et de continuer à briller. En dehors des terrains, Albertosi était un homme libre qui aimait la vie, tout en étant très discipliné. Il participait à de nombreuses activités sociales et inspirait les jeunes générations par son assurance. Le contraste entre ses moments de rébellion hors des terrains et sa concentration absolue sur le terrain faisait d'Albertosi un personnage fascinant. Aujourd'hui, à 86 ans, Enrico Albertosi mène toujours une vie active dans sa ville natale. Bien qu'il ne foule plus les pelouses, sa sagesse et les anecdotes de son âge d'or restent une source d'inspiration pour les médias. Il suit toujours de près l'évolution des gardiens de but modernes, jouant le rôle d'un mentor respecté et expérimenté. La passion qui anime cet artiste du monde des gardiens de but est restée intacte. À 26 ans, lors de la Coupe du Monde 1962, Giacomo Lozzi était l'un des défenseurs les plus tenaces. Malgré sa taille modeste, son intelligence de jeu exceptionnelle lui valut le surnom de Cor de Roma. Crocetta. Au sein de cette équipe, Lozzi était un symbole de dévouement, prêt à tout pour défendre les couleurs de son pays. Son courage au Chili a gravé dans le cœur des supporters l'image d'un défenseur qui ne baissait jamais les bras. Il jouait comme un véritable guerrier, puisant dans sa volonté pour transcender ses limitations physiques. La carrière de Lozzi a été presque entièrement consacrée à l'AS Roma, où il est devenu un capitaine légendaire pendant une décennie. Après sa retraite, il s'est investi dans la formation des jeunes et le travail social, devenant une figure emblématique de la vie culturelle romaine. En dehors des terrains, Lozzi est d'une humilité surprenante. Il vit dans un petit appartement, se rend encore chaque jour à pied au marché et discute avec ses voisins. Il est fidèle à la philosophie suivante. La valeur d'une personne réside dans ce qu'elle apporte. L'image du guerrier sur le terrain contraste fortement avec celle de cet homme doux et bienveillant qu'il est au quotidien. Cependant, ce parcours glorieux et généreux s'est achevé. Le 4 février 2024, Giacomo Lozzi s'est éteint à l'âge de 88 ans. Sa disparition a plongé tous les supporters de football italien dans une profonde tristesse. Son héritage ne se limite pas à son nombre impressionnant de sélections, mais témoigne également d'une fidélité sans faille et d'un cœur généreux qui a toujours vibré pour les couleurs de l'équipe nationale et de son pays bien-aimé. Giorgio Ferrini était un milieu de terrain fougueux, capitaine du Torino à 22 ans. Cependant, son nom reste associé à un épisode sombre du football chilien. Il fut le premier joueur expulsé lors de la bataille de Santiago, après avoir été provoqué. La performance de Ferrini cette année-là témoigna d'une volonté de fer, ne cédant jamais face à l'hostilité. Il incarnait un esprit combatif indomptable, protégeant toujours ses coéquipiers à tout prix. Après 1962,
Ferini est devenu l'âme immortelle du Torino, établissant le record du nombre de matchs joués dans l'histoire du club, 566. Il a guidé l'équipe à travers les périodes difficiles qui ont suivi la catastrophe de Superga. En dehors des terrains, Ferini était franc, responsable et d'une loyauté sans faille. Il menait une vie paisible auprès de sa famille, appréciait les activités de plein air et conservait toujours l'esprit travailleur typique des Piémontais. Sa passion sur le terrain imprégnait de sa vie, faisant de lui un véritable pilier pour sa famille et le club qu'il aimait. Cependant, ce parcours exceptionnel s'est tragiquement achevé. Quelques mois seulement après sa retraite et le début de sa carrière d'entraîneur, Ferini fut victime d'un anévrisme cérébral soudain. Le 8 novembre 1976, Giorgio Ferini s'éteignait à l'âge de 37 ans. Sa disparition prématurée bouleversa l'Italie entière. Son héritage est un exemple de sacrifice et de fidélité jusqu'à son dernier souffle. Il restera à jamais un capitaine dans le cœur des supporters du Torino. En 1962, au Chili, à 27 ans, Luigi Radice était un latéral gauche talentueux, infatigable tant offensivement que défensivement. Il incarnait le joueur moderne avant même que ce concept n'existe. Au sein de l'équipe d'Italie cette année-là, Radice était un maillon essentiel qui simplifiait la défense. Ses performances témoignaient de l'intelligence et du sang-froid d'un grand joueur qui, grâce à son sens tactique aiguisé, trouvait toujours la solution optimale dans les situations les plus complexes. Après une carrière de joueur perturbée par les blessures, Radice renaît sur le banc de touche et révolutionne l'équipe. Il mène le Torino au Scudetto en 1976 grâce à un football total, brisant la domination du traditionnel Catenaccio. En dehors des terrains, Radice est un intellectuel passionné de livres et de philosophie. Il mène une vie exemplaire, savourant chaque instant après avoir miraculeusement survécu à un grave accident de voiture en 1979. Ses joueurs le respectent profondément, le considérant comme un père spirituel, un homme qui ose sortir des sentiers battus et n'a pas peur du changement. Il semble que l'image d'un meneur de jeu sur le terrain ait marqué toute sa carrière d'entraîneur. Cependant, ce parcours créatif s'est brutalement interrompu après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer. Le 7 décembre 2018, Luigi Radice s'est éteint à l'âge de 83 ans. Sa disparition a laissé un immense vide dans le cœur de tous les amoureux d'un football esthétique. Son héritage réside dans une vision novatrice qui a profondément transformé le visage du football italien durant les dernières décennies du XXe siècle. Lorenzo Buffon était capitaine de l'équipe nationale italienne à 32 ans. Il était l'un des gardiens de but les plus élégants de l'histoire, grâce à son envergure impressionnante et sa maîtrise exceptionnelle de la surface de réparation. Malgré l'élimination précoce de l'Italie lors du tournoi au Chili, il a marqué les esprits par des arrêts spectaculaires. Il incarnait le calme et l'élégance, un véritable gentleman dans les cages. Les performances de Buffon témoignaient de la sérénité d'un joueur expérimenté, inspirant une confiance absolue à ses défenseurs. Après le tournoi, Lorenzo poursuivit son ascension fulgurante à l'Inter Milan, devenant l'un des rares joueurs respectés par les deux camps milanais. Sa retraite sportive fut relativement paisible. Il se consacra au recrutement et inspira son successeur, Gianluigi Buffon. En dehors des terrains, Lorenzo était romantique et joyeux. Son mariage avec l'actrice Eddie Campagnoli fit sensation dans les médias. Il conserva toujours une attitude raffinée et optimiste, même face aux problèmes de santé liés à son âge. Le contraste entre la sérénité du gardien de but et son tempérament romantique en dehors des terrains a fait de Lorenzo un personnage fascinant. Aujourd'hui, à 96 ans, Lorenzo Buffon mène une vie paisible.
Bien que ses cheveux aient blanchi avec le temps, ses yeux brillent encore lorsqu'il évoque son passage au Chili. Il demeure un témoin de l'histoire, une figure emblématique qui suit toujours de près l'évolution du football. Son parcours est l'exemple d'une vie riche de sens et d'un respect indéfectible de la société. À 25 ans, Bruno Moura était l'un des meilleurs ailiers d'Europe. Grâce à sa technique exquise et à sa vitesse fulgurante, il représentait la menace offensive la plus redoutable de l'Italie. Au Chili, il inscrivit le premier but des Azzurri contre la Suisse. La performance de Moura illustra alors avec brio la beauté du jeu offensif sur les ailes, laissant les supporters admiratifs de ses dribbles spontanés et poétiques. Après le tournoi, la carrière de Moura connut un essor fulgurant à l'AC Milan, mais le destin lui infligea un coup dur lorsqu'il fut victime d'une grave fracture de la jambe en 1965. Malgré ses efforts pour revenir, il ne retrouva jamais sa forme physique. En dehors des terrains, Moura était doux, timide et profondément attaché à sa famille. Il menait une vie simple dans sa ville natale de Parme, passant son temps à s'occuper de son jardin et gardant le silence sur ses douleurs. L'image d'un artiste flamboyant sur le terrain contrastait fortement avec sa vie marquée par les épreuves et la solitude paisible de ces dernières années. Il semble que ces moments de grâce sur le terrain aient été tout ce que le destin lui avait offert avant de tout lui reprendre. Pourtant, ce parcours tumultueux s'est achevé tragiquement. Le 10 décembre 1986, Bruno Moura décédait à l'âge de 49 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Sa disparition prématurée a plongé ses coéquipiers dans un profond chagrin. Son héritage ne se résume pas à ses buts historiques, mais témoigne aussi de la cruauté du destin et des efforts extraordinaires d'un homme passionné de football.